Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième séance de révision. Lors de la première séance, vous vous souvenez certainement que nous avons abordé la dissertation littéraire. Nous avons ensemble parcouru les différentes étapes, l'introduction, le développement et la conclusion. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces différentes étapes-là en nous y attardant un peu plus. Nous allons donc commencer par revoir l'introduction et après la reprise de chaque partie, nous allons ensemble, en nous appuyant sur le sujet qui nous a servi de support, nous allons ensemble rédiger, n'est-ce pas, un élément pour chacune de ces parties. Déjà, ce qu'il faut rappeler, en ce qui concerne l'introduction, vous avez l'amorce ou la généralité, l'insertion du sujet, le problème et enfin l'annonce du plan. Concernant l'amorce et la généralité, nous l'avons déjà dit la semaine lors de notre précédente séance, que cette partie consiste à replacer le sujet dans son contexte littéraire ou historique. Mais ici, quand nous parlons d'histoire, il s'agit bien entendu de l'histoire littéraire. Ensuite, il s'agira d'insérer le sujet, puis de le reformuler, de dégager les différents problèmes, n'est-ce pas, auxquels nous allons répondre, et enfin annoncer le plan, c'est-à-dire les grandes lignes du développement. En nous appuyant donc sur notre sujet, voilà, que je vais relire, dans sa publication intitulée Littérature, fonction, rapport, médias et public, paru aux éditions Édilivre le 17 janvier 2014, qu'aussi Soulet-Breteau affirme: l'œuvre sera d'autant plus belle qu'elle mettra des difficultés. Expliquez et discutez cette opinion de l'auteur en vous appuyant sur des exemples d'œuvres littéraires lues ou étudiées. Lors de la première séance, nous avons effectué un travail préliminaire. Nous avons effectué un travail préliminaire qui nous a permis, n'est-ce pas, de lors de notre séance précédente, n'est-ce pas, nous avons effectué un travail préliminaire qui nous a permis de, on va dire, de voir l'information, la consigne, de nous attarder sur les mots-clés, de reformuler le sujet et d'aboutir à la problématique. Nous allons donc nous appuyer sur ces différents éléments pour conduire le travail de ce jour. Bien. Donc, nous allons nous intéresser à l'introduction. Il s'agira donc de rédiger une introduction, n'est-ce pas, en rapport avec le sujet qui se trouve au tableau. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que nous avons, dans la reformulation, n'est-ce pas, nous avons noté la littérature naît des faits vécus dans la société. Ça a été cela notre reformulation. Il s'agira maintenant, n'est-ce pas, de rédiger l'introduction, donc de commencer par la généralité, amorce ou généralité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agira de replacer le sujet dans son contexte littéraire. Dans son contexte littéraire. Au niveau de cette généralité, de la généralité, il s'agit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de revenir sur la situation qui a certainement généré, qui a certainement été à l'origine de la citation présente. Et donc, comme généralité, nous pouvons noter ceci. Les conditions de naissance de l'œuvre littéraire
renvoie à plusieurs sources. Si pour certains, l'œuvre littéraire prend sa source dans les contrariétés de l'existence, pour d'autres, elle est le reflet de la seule imagination. Voilà un exemple, n'est-ce pas, d'amorce ou encore de généralité. Cette étape passée, nous allons arriver au point suivant, l'insertion du sujet. Donc, après avoir rédigé notre amorce, notre généralité, il s'agira maintenant d'insérer le sujet. Et donc, nous avons noté ceci en ce qui concerne l'insertion du sujet. Pour trancher cette question, qu'aussi sous les bétons affirme, l'œuvre sera d'autant plus belle qu'elle naîtra des difficultés. En d'autres termes, l'œuvre littéraire s'inspire du vécu quotidien de la vie de tous les jours. Donc, après l'amorce, nous avons inséré le sujet tel qu'il se trouve au tableau. Voilà. Et juste après, nous avons, on va dire, reformuler ce sujet pour le rendre plus explicite. Nous arrivons à l'étape du problème. Étape assez intéressante, importante aussi, puisque le problème nous permet de dégager, n'est-ce pas, les deux questions, les différentes questions auxquelles le développement répondra. Donc, comme problème, voilà, nous pouvons avoir quelle est la part du réel dans la création littéraire, ou encore dans quelle mesure le réel intervient-il dans la création littéraire. La deuxième question, ne présente-t-elle pas d'autres fonctions, c'est-à-dire la création littéraire? Voilà les deux questions qui vont nous servir de problème. Et en fait, la mise du plan, n'est-ce pas, que nous pouvons rédiger de la façon suivante. Dans la réflexion qui suivra, nous étaierons l'opinion de l'auteur, puis nous montrerons ses limites. Voilà un tout petit peu comment, n'est-ce pas, nous pouvons rédiger une introduction. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord, on dira, la méthodologie. Elle est essentielle. Voilà. Parce que si nous ne savons pas quels sont les différents points, n'est-ce pas, que l'on retrouve au niveau de l'introduction, il nous sera très difficile, malgré toute la bonne volonté, de rédiger l'introduction. Donc, la méthode elle est très importante. Il faut revenir à ces différents éléments. Donc, généralité, amorce, insertion du sujet, problème, et puis enfin, annonce du plan. Quand cela est su, voilà, le reste se jouera au niveau du travail préliminaire que nous avons eu à faire la semaine dernière. Information, consigne, explication des mots-clés, reformulation du sujet, problème. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire relativement à l'introduction et relativement également au sujet que nous avons au tableau. Nous avons donc proposé, on va dire, un exemple d'introduction, un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Le plus important, c'est de rester attaché, n'est-ce pas, à la méthodologie. Parce que sans la méthodologie, il sera difficile, n'est-ce pas, de réussir l'introduction telle que nous l'avons. Donc, amorce, insertion du sujet, problème, et enfin, annonce. Une fois l'introduction rédigée, nous passons à l'étape suivante, qui est donc le développement, qu'on peut appeler également corps du devoir. À ce niveau également, lors de notre première séance, nous avons recensé un certain nombre d'idées, d'arguments. Voilà. Je vais reprendre la thèse. Donc la thèse, la littérature naît des faits vécus de la société. Bien avant, je rappelle que lorsque nous revenons à la consigne, je reprends la consigne, expliquer et discuter cette opinion de l'auteur en nous appuyant sur des exemples d'œuvres littéraires lues ou étudiées. La consigne ici induit
le plan dialectique, thèse et antithèse. Et donc, je rappelle la thèse, la littérature naît des faits vécus dans la société. C'est cela notre thèse. Et c'est cette thèse-là que nous allons expliquer, que nous allons étayer. Donc, comme premier argument, lors de la première séance, nous avons noté ceci. La création des œuvres littéraires traite de thèmes d'actualité en rapport avec l'histoire de la société. Puisque notre objectif ici, si nous nous en tenons à la thèse, notre objectif, c'est de montrer que la littérature prend sa source dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Donc, le premier argument que nous donnons, la création des œuvres littéraires traite des thèmes d'actualité en rapport avec l'histoire de la société. Et puisque la littérature, comme nous l'avons dit, prend sa source dans le vécu quotidien, dans la vie de tous les jours, à travers ce premier argument, nous montrons effectivement que toute l'histoire, tous les faits décrits dans une œuvre littéraire, des faits présents, voire passés, ces différents faits-là, n'est-ce pas, entretiennent des liens étroits avec l'histoire de la société. Et c'est la raison pour laquelle, comme illustration, nous avons proposé Germinal d'Émile Zola. Germinal, roman français, voilà, du 19e siècle. Et à travers ce roman-là, Zola relate les conditions difficiles des ouvriers. Nous sommes donc au 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle. Voilà. Nous passons, on va dire, d'un monde un peu ancien à un monde nouveau. Voilà. La terre n'est plus le centre de la richesse, puisque avec la naissance des villes, il y a une bourgeoisie qui s'est créée, qui s'est installée. Et cette bourgeoisie-là, n'est-ce pas, c'est elle justement qui contrôle les industries. Et avec la naissance, n'est-ce pas, de cette bourgeoisie et la création de cette industrie, il va, n'est-ce pas, naître un monde d'ouvriers, des personnes qui vont venir travailler dans ces usines, dans ces mines, etc. etc. Et donc, c'est les conditions de vie de ces ouvriers que Émile Zola décrit dans Germinal. On peut également citer Mélancolia, qui est un poème extrait des Contemplations de Victor Hugo. Dans ce poème également, Victor Hugo relate le difficile travail des enfants. Bien, donc concernant ce premier argument, nous allons citer comme illustration Germinal d'Émile Zola, Mélancolia, les Contemplations de Victor Hugo. Et je disais qu'on pouvait également ajouter une œuvre de la littérature africaine, Les bouts du bois de Dieu de Sambé Ousmane, n'est-ce pas, œuvre qui décrit la longue grève des cheminots de l'axe Dakar-Niamey. Bien, donc cet argument achevé, nous allons passer au second argument. On va l'énoncer de cette façon. Les œuvres autobiographiques sont des chefs-d'œuvre qui révèlent l'esthétique de la littérature. Les œuvres autobiographiques. Donc, ce sont des œuvres, n'est-ce pas, qui relatent l'histoire, le cheminement de l'auteur. Et à ce niveau, nous pouvons citer l'Enfant noir de Camara Laye, n'est-ce pas, Enfant noir, pardon. Dans l'Enfant noir, Camara Laye parle des faits marquants de son enfance, dans la Guinée de l'époque coloniale. Nous avons aussi Clémier de Bernard Dadier, qui retrace le parcours, on va dire, scolaire de Bernard Dadier, mais également son parcours professionnel, puisque c'est un roman qui commence avec la vie de Bernard Dadier. Clémier, donc, à l'école primaire, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons Bégéville, Dakar, où il achève ses études à William Ponty, où il commence sa vie professionnelle, n'est-ce pas, avec ses premières
ses premières emprises sur le monde syndical et politique. Le troisième argument, toujours pour montrer que la littérature naît des faits vécus dans la société, pour en citer, nous pouvons énoncer l'idée suivante: l'usage des espaces réalistes qui font découvrir la beauté du monde au lectorat et le plongent dans un cadre familier. En ce qui concerne cet argument, ce que nous allons faire ressortir, c'est que dans l'œuvre littéraire, n'est-ce pas, l'espace, c'est-à-dire le lieu où se déroulent les différents événements, est un lieu qui est tiré de la réalité. Ce sont des lieux qui existent en réalité. On parle donc d'espaces réalistes qui font découvrir la beauté du monde au lectorat et le plongent dans un cadre familier. Nous pouvons citer comme œuvre ici les frasques de Binto d'Amadou Koné, décrivant la ville historique et coloniale de Grand Bassam, n'est-ce pas? Tout le long du roman, n'est-ce pas, nous voyons les Binto qui cheminent à travers les rues de la ville de Bassam, que ce soit pour aller au collège, que ce soit pour aller à la maison. Voilà. Et puis nous avons ici Paysage, poème de Charles Baudelaire, Île des fleurs du mal, qui décrit la ville de Paris. Voilà. Donc, avec ces trois arguments et les différentes illustrations qui leur sont ajoutées, n'est-ce pas, nous avons montré que la littérature, n'est-ce pas, naît des faits vécus dans la société. Que la littérature, n'est-ce pas, que l'œuvre littéraire, n'est-ce pas, prend sa source, prend son origine, n'est-ce pas, dans le vécu quotidien, dans les faits quotidiens. Ce qu'il faut noter ici, après la première partie du développement, après la première partie, donc après avoir explicité la thèse, il faudra noter qu'il faut prévoir un bilan partiel. Il faut prévoir un bilan partiel. Ce bilan partiel est extrêmement important parce qu'il fait la synthèse de ce qui a été dit. En un, mais en deux, le bilan partiel il est important aussi parce que lorsque nous arriverons à la conclusion, ce bilan partiel là va servir pour le bilan, pour la conclusion, ce qu'on pourrait appeler le bilan général. Donc, après la première partie, après donc la thèse, il faut prévoir un bilan partiel et juste après ce bilan partiel, il faudra annoncer, n'est-ce pas, la partie qui suivra, c'est-à-dire la thèse réfutée ou encore l'antithèse. Donc, à la fin de la première partie, bilan partiel et phase de transition. Et phase de transition. Voilà. On pourrait présenter ces deux éléments de la façon suivante. On pourrait par exemple dire, en somme, la littérature, la création littéraire, n'est-ce pas, est le reflet du vécu quotidien. Comme bilan partiel, voilà ce qu'on pourrait proposer. Et puis, comme phrase de transition, la phrase de transition, on peut l'énoncer sous la forme d'une phrase déclarative ou encore sous la forme d'une phrase interrogative. Voilà. On peut donc, en ce qui concerne la phrase de transition, on peut la proposer, la présenter de cette façon. Toutefois, ou encore cependant, voilà, la littérature ne présente-t-elle pas d'autres fonctions? Voilà. Et cela nous permettra, n'est-ce pas, d'aborder l'étape suivante qui est la thèse, l'antithèse ou encore la thèse réfutée. En ce qui concerne l'antithèse ou encore la thèse réfutée, nous pouvons l'énoncer de la façon suivante. L'imaginaire est le fondement de la création littéraire. L'imaginaire est le fondement de la création littéraire. Ou encore, la création littéraire prend sa source dans l'imaginaire. Et comme argument, n'est-ce pas, on peut noter, les auteurs inventent des lieux et cadres purement fictifs. Les auteurs inventent des lieux et des cadres purement fictifs. Comme illustration, nous pouvons citer La planète des cinq de Pierre Boulle et Pour le bonheur des miens de Hetty Macaire. Voilà.
Ici, il s'agira de montrer que dans certaines œuvres littéraires, n'est-ce pas, les lieux qui sont décrits et le cadre où se déroulent les différentes actions, n'est-ce pas, ce cadre-là est le produit de l'imagination, n'est-ce pas, de l'auteur. Donc nous avons Pierre Boulle, la planète des singes. La planète des singes est une planète sur laquelle les singes dirigent les hommes. Vous avez également Pour le bonheur des miens, de Machiavelli, où la plupart des villes, des espaces énumérés, sont le fruit de l'imagination, n'est-ce pas, de l'auteur. Ici, vous voyez que cet argument-là, n'est-ce pas, entre un peu en opposition avec celui que nous avions évoqué dans la première partie concernant les espaces réalistes. Grand Bassam, et puis Paris, Grand Bassam pour les phrases épines et Paris pour le fleur du mal, le paysage. Comme argument qui va suivre, l'usage du merveilleux témoigne du génie créateur des auteurs. Et nous avons Le secret de Tidou Christian, ou encore Petit Baudiel d'Amadou Mpateba. Petit Baudiel qui est un conte initiatique dans lequel Amadou Mpateba va mettre en scène des personnages voilà, qui se retrouvent dans un lieu assez précis. Nous avons ici la présence du merveilleux, puisque nous sommes dans le conte, n'est-ce pas, avec l'utilisation des animaux qui parlent, avec des symboles, etc. etc. Et puis comme troisième argument, nous avons la création et la personnification des personnages irréels qui donnent de la beauté aux différentes productions. Les Fables de Jean de La Fontaine et Le Messager de Kamara Nangala. En ce qui concerne Le Messager, nous avons donc le personnage principal, Chèque, qui se retrouve donc pour les vacances scolaires à Waninou. Et là-bas à Waninou, il se retrouve dans une grotte qui aurait été utilisée par Samori Touré. Et dans cette grotte, il va faire des rencontres, on va dire, fabuleuses, extraordinaires. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour déjà cette deuxième partie, qui est le développement. Et comme je l'ai dit pour la première partie du développement, c'est-à-dire la thèse, au niveau de la thèse réfutée, il faudra également à la fin prévoir un bilan partiel. Il faudra prévoir un bilan partiel. C'est important. Donc à la fin de chaque partie, bilan partiel. Seulement qu'à la fin de la deuxième partie, il ne s'agira plus de prévoir une phase de transition, puisque nous n'avons pas de troisième partie en ce qui concerne le développement. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir déjà pour le développement. Donc, pour finir avec le développement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la rédaction du développement, le schéma à respecter est le suivant. Nous avons dans un premier temps l'énoncé de l'argument, donc l'énoncé de l'argument. Après avoir énoncé l'argument, nous avons l'explication de l'argument. L'explication de l'argument. Et après avoir expliqué l'argument, il faut passer à l'illustration ou encore à l'exemple. Donc, argument, explication, illustration ou encore exemple. Donc, c'est ce schéma-là qu'il faudra suivre. Il ne faudra pas non plus oublier, lorsqu'on passe d'un argument à un autre, il ne faudra pas omettre d'insérer à chaque fois un mot de liaison ou encore un connecteur logique. D'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., etc. Pour donner, n'est-ce pas, de la consistance, de la cohérence à notre travail. Donc, concernant le développement, c'est ce que nous pouvons dire. Nous passons maintenant à la troisième et dernière partie, qui est la conclusion. Cela, c'est également un rappel. Lors de notre première séance, nous avons rappelé, n'est-ce pas, les grandes étapes, n'est-ce pas, qui parcourent la conclusion. Donc, le bilan, le jugement personnel, l'ouverture et encore perspective. Concernant le
Le bilan consiste, n'est-ce pas, à une synthèse, à un résumé, on va dire, des arguments, n'est-ce pas, qui ont été développés dans le développement, voilà, dans le corps du devoir. Donc il s'agira dans le bilan, n'est-ce pas, de reprendre de façon succincte. Il s'agit dans le bilan de nous dire ce que nous devons retenir du travail que vous avez produit. C'est notre travail de synthèse, de résumé. Voilà. Il s'agira donc de reprendre de façon succincte. Dans le bilan, il ne s'agira plus de développer, non. Il s'agira d'aller à l'essentiel, de résumer, voilà, de sorte que nous puissions retenir, n'est-ce pas, quelque chose de ce que vous avez, n'est-ce pas, écrit, noté dans le développement. Et ici, comme bilan, nous pouvons proposer ce qui suit. En définitive, il apparaît que l'œuvre littéraire tire son origine de deux sources opposées, le vécu quotidien et l'imaginaire. Voilà. Je reprends. En définitive, il apparaît que l'œuvre littéraire tire son origine de deux sources différentes, de deux sources opposées, le vécu quotidien et l'imaginaire. C'est ce que nous avons montré dans le développement. En ce qui concerne la thèse, nous avons dit que la littérature naît des faits vécus dans la société. C'est ce que nous avons expliqué, n'est-ce pas, dans la première partie du développement. Et c'est ce que nous résumons ici, au niveau du bilan, par vécu quotidien. En ce qui concerne l'antithèse, nous avons dit que l'imaginaire est le fondement de la création littéraire. Nous résumons cela ici par on a dit vécu quotidien pour la thèse et l'imaginaire pour l'antithèse. Donc voilà, n'est-ce pas, un exemple de bilan relativement à ce sujet-là. Comme je l'ai dit tantôt, il s'agit dans le bilan, n'est-ce pas, de rappeler, mais de rappeler de façon succincte ce que nous devons retenir du travail qui a été, n'est-ce pas, effectué dans le développement. Et à ce niveau également, je reviens tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, je parlais du bilan partiel à la fin de chaque partie du développement. C'est justement à ce niveau-là que ces différents bilans partiels-là montrent toute leur importance. Lorsque ces bilans partiels sont bien rédigés, lorsque nous arrivons au niveau du bilan, n'est-ce pas, il s'agira tout simplement d'associer ces deux bilans partiels pour pouvoir trouver notre bilan, n'est-ce pas, au niveau de la conclusion. La deuxième partie, c'est le jugement personnel. Jugement personnel, pourquoi? Parce que tout le long du devoir, n'est-ce pas, la consigne vous a un peu, on va dire, embrigadé, un peu emprisonné. Il s'agissait dans un premier temps d'expliquer, voilà, d'expliquer, ensuite de discuter. Ces consignes vous ont été imposées. Voilà. C'est un peu comme un cahier des charges qui vous a été proposé. Au niveau de la conclusion, il s'agit maintenant de dire ce que vous pensez du problème posé, n'est-ce pas, par le sujet. Il s'agit de dire véritablement ce que vous en pensez, de donner votre point de vue, voilà. Ou encore, comme on va appeler ici, de faire ressortir votre jugement personnel. Et donc ici, comme jugement personnel, nous pouvons noter ce qui suit. Pour notre part, nous estimons que ces deux sources d'inspiration ne se contredisent pas, mais se complètent. Voilà. Donc, pour notre part, nous estimons que ces deux sources d'inspiration ne se contredisent pas, mais se complètent. Voilà un exemple du jugement personnel ou encore de l'opinion personnelle. Et enfin, nous arrivons à l'ouverture. L'ouverture qui consiste, n'est-ce pas, à la fin de la conclusion, qui consiste à relancer notre débat, n'est-ce pas? Parce que le principe est que un problème en littérature n'est jamais,
on va dire, réglé complètement. Autant on pense avoir réglé un problème, autant un autre ou d'autres problèmes surgissent. Donc il s'agira donc ici d'ouvrir le débat, mais il ne s'agira pas de l'ouvrir n'importe comment. Il s'agira de l'ouvrir en faisant en sorte que le problème de l'ouverture qui sera proposée entretienne un lien étroit avec le problème que nous venons de traiter. Donc il faut qu'il y ait quand même, n'est-ce pas, une sorte de lien. Il faut qu'il y ait un lien. Pour ne pas que l'ouverture se présente un peu comme on va dire, un élément qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Non, l'ouverture doit découler du sujet. Ça fait, on va dire quelque part, si on peut s'exprimer ici, la suite logique, n'est-ce pas, du sujet. Donc, comme ouverture ici, de proposer aussi, n'est-il pas plus juste de dire que la création littéraire est la somme du réel et de la fiction? Aussi, n'est-il pas plus juste de dire que la création littéraire est la somme du réel et de la fiction? Voilà. Donc, nous achevons donc la conclusion. Voilà. Ce que nous devons retenir, c'est que la dissertation littéraire, comme nous l'avons dit lors de la toute première séance, et comme nous le répétons aujourd'hui, donc la dissertation littéraire, n'est-ce pas, comprend trois parties essentielles. Vous avez une introduction, l'introduction, qui comprend l'amorce, l'insertion du sujet, le problème et l'annonce du plan. L'introduction, c'est la première partie du devoir. C'est avec l'introduction que, n'est-ce pas, le correcteur prend connaissance de votre copie. Donc, il est important que l'introduction soit vraiment bien rédigée. Puis, nous avons le développement. Le développement, comme vous avez pu le constater ici, voilà, depuis un moment, les sujets de dissertation littéraire qui sont proposés au bac, induisent le plan dialectique. Donc, thèse et antithèse. Donc, il faudra faire attention à cette consigne-là. Donc, au niveau du développement, notamment en ce qui concerne la recherche des idées, il faudra commencer par expliquer la thèse. Comme je l'ai dit. Donc, thèse. Et lorsqu'on a expliqué, ou bien explicité la thèse, comment on explicite donc? Comme je l'ai dit, je rappelle le schéma, vous avez l'énonciation de la thèse, l'énoncé, vous avez l'explication de la thèse, et enfin l'illustration ou encore les exemples. Bien, donc pour le développement, nous retenons que nous avons la thèse et l'antithèse, et pour chacune de ces parties, il faut un argument, l'explication de l'argument et l'illustration ou encore l'exemple. Et comme j'ai eu à le dire, il faut également prévoir à la fin de chaque partie un bilan partiel. À la fin de la thèse, nous avons le bilan partiel, mais en plus nous avons une phrase de transition pour annoncer la thèse réfutée ou encore l'antithèse. Concernant la conclusion, nous revenons encore sur ce que nous avons déjà dit, le bilan, le jugement personnel et l'ouverture. Autant l'introduction constitue la première partie du devoir, c'est-à-dire la partie qui vous permet, qui permet au correcteur de prendre contact avec votre copie. La conclusion, n'est-ce pas, la dernière partie du devoir, c'est un peu avec cette dernière partie-là que vous dites, on va dire, au revoir au correcteur. Et donc, la conclusion est tout aussi importante parce que c'est avec elle que le correcteur achève la correction de la copie et la conclusion, on va dire, va rester beaucoup plus gravée dans sa tête parce que c'est la dernière partie du devoir. Donc, il faudra y apporter également un soin particulier. Voilà, un soin particulier parce que quelquefois, lorsqu'on arrive à cette étape, on est un peu fatigué, essoufflé et donc on a tendance à l'évacuer. Voilà. Il faut y apporter un soin particulier. Voilà. Donc, bilan,
jugement personnel et ouverture. Donc, chers amis, voilà, nous venons ensemble de parcourir, on ne dira pas de façon assez rapide, mais dans l'essentiel, les grandes lignes de cet exercice qui est la dissertation littéraire. Donc, nous allons avec vous reviser les étapes les plus essentielles, n'est-ce pas? Ce sont des étapes que vous connaissez déjà, parce que pendant 9 mois, pendant l'année scolaire, vous avez vu ce type d'exercice avec vos différents professeurs. Donc il s'agissait tout juste ici de faire une révision. Voilà. Donc de revenir sur les différentes étapes, d'insister sur peut-être des points que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc nous allons achever cette séance. Et puis lors de la prochaine séance, nous allons entamer le commentaire composé. Merci et bon courage pour la suite.